Mesdames, Messieurs, chers organisateurs et participants de la 10e édition du Sommet international sur la finance et de la 5e édition du Sommet de la FinTech, permettez que je salue votre détermination et votre sens du devoir envers l'humanité en cette période de crise marquée par le Covid-19, cette pandémie planétaire qui impose une organisation virtuelle à l'édition de 2020. Au nom du Président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et en mon nom propre, je vous remercie de maintenir ce rendez-vous annuel qui se donne, entre autres, pour mission de faire un diagnostic profond de l'économie nationale tout en proposant des idées innovantes. Il y a seulement quelques mois, les institutions financières internationales parlaient de reprise de la croissance mondiale, de consolidation des chaînes de valeur et le raffermissement des échanges commerciaux. Aujourd'hui, cet optimisme laisse de plus en plus de place à une vague d'incertitude qui se déferle au rythme de la durée du confinement et de la distanciation sociale. En effet, les prévisions les plus optimistes tablent sur une contraction de 1% de la croissance mondiale en 2020, expliquée principalement par un repli de la croissance des grandes économies, notamment les États-Unis 3,8%, l'Union européenne 8% et la République populaire de Chine 3%. Haïti ne fait malheureusement pas exception à la règle. Tributaire d'une année 2019 particulièrement perturbée sur le plan sociopolitique et économique, l'année 2020, même avant l'arrivée de Covid-19, s'annonçait extrêmement difficile. Les prévisions de croissance tournaient déjà autour de moins 0,4%, après la baisse de 1,2% enregistrée sur 2019. Avec la crise qui se profile, on s'attend à un repli de près de 4%. Ce repli de la croissance résulterait principalement 1. D'un quasi-effondrement du secteur agricole qui verrait sa demande effective chuter considérablement. Ceci n'est nullement anodin compte tenu de la réduction du pouvoir d'achat des ménages suite à la fermeture des entreprises dans certains cas ou à la compression de la masse salariale dans d'autres. Il y a beaucoup moins de débouchés pour l'écoulement des produits. Ceci implique par conséquent une incapacité pour les agriculteurs à reproduire leur force de travail et à se procurer les intrants nécessaires aux prochaines campagnes si l'État n'intervient pas. 2. D'un effondrement du secteur des services dû au ralentissement du commerce, à la fermeture des entreprises dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, et enfin au ralentissement des activités d'intermédiation des institutions financières. 3. À la baisse anticipée des investissements publics en faveur des dépenses urgentes pour soutenir le secteur de la santé, les ménages à travers des transferts de cash et des rations sèches et des facilités de crédit aux entreprises en difficulté. Cette baisse de la croissance est aussi subséquente à une baisse considérable des recettes publiques. Les 5 premiers mois de l'exercice ont été témoins d'une chute de 43% des importations et de 10% des exportations. Cette tendance qui est appelée à se maintenir va déboucher sur une diminution systématique de la TCA à l'externe. Combiné au ralentissement de l'activité des entreprises sur le territoire national, on peut s'attendre à une pression fiscale en deçà de 10%. Cette pression fiscale assez faible contrasterait avec les dépenses énormes que l'État doit consentir pour soutenir le secteur médical principalement et mitiger les impacts sur l'économie et l'emploi de manière générale. Il s'ensuit évidemment une hausse
du déficit fiscal qui pourrait atteindre d'ici la fin de l'année près de 6,4% du PIB. Ce niveau de déficit pourrait entraver les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique déployés par nos institutions financières, notamment en exacerbant les pressions sur le change et par ricochet l'inflation qui pourrait clore cette année à 23%. Un tel niveau d'inflation augmente les risques d'insécurité alimentaire et de précarité de la population. Il faut ajouter à tout cela une possible réduction des transferts privés sans contrepartie résultant d'un ralentissement de l'activité économique des pays d'accueil de notre diaspora. Ceci impactera directement l'équilibre de la balance des paiements et la constitution des réserves obligatoires qui, fin mars, ne comptabilisaient que 599 millions de dollars. En dépit de cette situation trouble et particulièrement éprouvante, l'équipe gouvernementale tient ferme à la barre et travaille sans relâche avec les partenaires internationaux d'Haïti pour mitiger les externalités négatives inéluctables afférentes à la pandémie. En ce qui concerne les partenaires internationaux, nous attendons encore que soient matérialisées les promesses de la BID dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En effet, les premières commandes, notamment celles des 18 millions de dollars de matériel de santé, ont été réalisées à partir des faibles ressources du Trésor public. L'État haïtien continuera de prendre soin de sa population en ces périodes difficiles. Le FMI a transféré récemment à la BRH un peu plus de 100 millions de dollars à titre de support au rééquilibrage de la balance des paiements. Des discussions sont en cours avec le FMI pour envisager un assouplissement de certains critères pour obtenir du financement des bailleurs de fonds afin de, premièrement, contenir le plus que possible le financement monétaire, deuxièmement, garantir la soutenabilité de la dette, troisièmement, contenir les déséquilibres de la balance des paiements et quatrièmement, faire face aux dépenses incontournables en ce temps de crise. Nous voulons remercier fortement le FMI pour ce support ainsi que toutes les autorités américaines qui nous avaient accompagnés dans cette longue démarche. Une contribution additionnelle de 75 millions de dollars américains a aussi été obtenue de l'USAID, notamment pour permettre l'atteinte des objectifs de développement durable, les ODD 1, 2, 3 et 4. Haïti ne réalise que 3 points sur 6 dans l'indice de la qualité de la gestion budgétaire et financière de la Banque mondiale. Par conséquent, des efforts supplémentaires devraient être consentis pour améliorer la gestion et la transparence des fonds publics. En ce sens, nous prenons l'engagement solennel devant le peuple haïtien et nos partenaires internationaux de faire preuve de la plus grande transparence dans la gestion des fonds publics en général et dans la gestion des fonds alloués au Covid-19 en particulier, en modernisant les systèmes de contrôle et en communiquant les résultats de l'utilisation des fonds publics. C'est dans ces moments de grande détresse et de dures épreuves que les femmes et les hommes d'État doivent faire l'histoire et nous sommes décidés à le faire. En ce qui concerne particulièrement les fonds alloués à la lutte contre la pandémie, nous nous engageons à publier chaque mois un état des lieux détaillé des dépenses et à faire à terme l'audit de l'utilisation de ces fonds. D'ailleurs, pour nous assurer que les programmes sociaux financés à partir des finances publiques profitent intégralement aux nécessiteux,
nous avons mis sur pied le programme de protection et de la promotion sociale afin de procéder non seulement à un ciblage en bonne et due forme des populations les plus vulnérables, mais aussi afin de formaliser le circuit de cash transfert et de faciliter l'intégration financière à travers la FinTech. Les outils de ce programme ont été d'ailleurs utilisés pour lancer la distribution des rations sèches aux populations vulnérables. Nous nous engageons enfin également à enclencher un redressement graduel des finances publiques afin d'éliminer peu à peu le financement monétaire dans le but d'endiguer l'inflation et la volatilité du taux de change. Pour ce faire, nous avons procédé à des ajustements importants dans les méthodes de préparation du budget ainsi que les objectifs poursuivis. Désormais, 1. Les secteurs sont tenus de préparer un exposé justifiant leurs besoins, objectifs et la logique des interventions programmées. 2. Les secteurs sont tenus de définir des indicateurs de performance. 3. Ils doivent justifier les crédits sollicités tout en indiquant les résultats attendus. Enfin, 4. Ils doivent soumettre les revenus non fiscaux éventuellement générés par l'institution. En matière de ressources, nous nous proposons, entre autres, 1. De renforcer le contrôle fiscal tout en effectuant un meilleur ciblage des avantages fiscaux et une meilleure identification des contribuables. Cette mesure s'accompagne d'un meilleur encadrement de la police à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique afin que les activités se déroulent dans un environnement sécuritaire. 2. De procéder à l'informatisation des services fiscaux et leur interconnexion. 3. De privilégier l'émission de bons du Trésor pour faire face aux contraintes éventuelles et limiter au mieux le financement monétaire. En matière de dépenses, nous nous fixons entre autres les objectifs suivants. 1. De resserrer les choix de dépenses et ne retenir que les dépenses indispensables. 2. De mettre l'accent sur la réhabilitation et rendre plus opérationnelles les infrastructures existantes ainsi que la finalisation des projets en cours. 3. D'améliorer le cadre d'exécution et de suivi des projets financés sur les ressources extérieures. Finalement, de renforcer le contrôle et le ciblage des dépenses de subvention au secteur public. La route qui mène vers le développement est difficile et très escarpée. À chaque carrefour se dressent des épreuves les unes plus ardues que les autres. Cependant, c'est le propre des grandes femmes et des grands hommes de répondre aux problèmes qui tenaillent l'humanité. Nous devons maintenir le regard fixé sur l'objectif, ne jamais dévier, car nous avons la mission la plus sacrée qui existe, permettre à chaque femme et à chaque homme vivant sur cette terre de retrouver la paix, la sérénité et la félicité. Je vous en remercie.